Bon, que les clients soient plus ou moins satisfaits des prestations des astrologues, bon, c'est une chose, mais le préalable, c'est quand même que l'astrologue soit lui-même convaincu de la pertinence de sa science. C'est quand même la condition préalable. Et je pense que le scepticisme n'est pas inutile en la matière. Moi, personnellement, comme j'imagine bon nombre de confrères, j'ai eu périodiquement des périodes de doute quant à la pertinence de l'astrologie, parce que bien évidemment, c'est une science, pas une science, c'est une discipline qui s'articule, qui s'appuie sur un langage symbolique. Donc le symbole recouvre des choses qui peuvent être très différentes. On a discuté tout à l'heure, bon, le soleil, c'est l'astre qui nous éclaire, c'est l'astre qui nous réchauffe, c'est un astre brillant, donc le soleil est associé à la chaleur, le soleil est associé au feu, il est associé à ce qui est brillant, donc à la gloire, à l'autorité, etc. Donc là on a un champ sémantique qui est le soleil, mais le soleil va nous permettre de dire des choses sur le détenteur de l'autorité suprême, Dieu. Il va nous dire des choses aussi sur le monarque, qui en quelque sorte est le substitut de Dieu. Et il va aussi nous dire des choses sur le Père, qui est le substitut du monarque. Donc là, c'est toute la difficulté de notre science, de notre discipline. Nous utilisons un langage symbolique qui a des acceptions multiples. Alors, en un sens, c'est une facilité. Dans un autre sens, c'est une difficulté. Parce que lorsqu'on a un soleil puissant, par exemple, puissant s'il est placé à l'ascendant, par exemple, ça veut dire quoi un soleil à l'ascendant? Ça veut dire que la personne est influencée par ce soleil. Mais le soleil en tant que symbole, alors, dans le thème de la personne, ça va être quoi le soleil? Est-ce que c'est une personne qui est amenée à briller de par sa personnalité, puisque le soleil est en maison 1? Peut-être. Est-ce que c'est une personne qui aura été beaucoup influencée par son père? Parce que le soleil, c'est aussi le père, etc., etc. Là est toute la difficulté de notre travail. De l'interprétation. Voilà. D'où l'intérêt de connaître le consultant avant de faire le thème. Bien évidemment, faire des thèmes en aveugle, c'est très stimulant, et parfois ça donne de très grandes satisfactions, mais bien évidemment, il y a toujours l'écueil de se planter, comme on dit vulgairement. Vous voyez un thème, vous voyez une maison 7 très chargée, même bénéfique, et vous dites, oh, cette personne elle a des prédispositions pour communiquer, pour entrer en relation facilement avec les autres. Bon, cette personne, on peut lui prédire une vie relationnelle, une vie amoureuse, faste, bénéfique. Bon, certainement que cette personne fera un heureux mariage. Puis vous apercevez que la personne, c'est un prêtre, par exemple. Donc bien sûr, avoir des éléments concrets sur le consultant, ça évite ce genre de bévue, c'est évident. Bon, là, ce sont des vérités d'évidence, mais voilà, chaque jour, on est confronté à ça. Bon, je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Bon, ben voilà, dans mon thème aujourd'hui, j'avais le milieu du ciel qui était au carré partile de mon Saturne natal qui est le maître de 3 dans ma nativité. Alors voilà, ça veut dire que l'événement le plus important de la journée serait en relation avec ce que signifie ce Saturne dans mon thème, à savoir le maître de 3, donc la communication, les déplacements. Ça pouvait être l'un, ça pouvait être l'autre, ça pouvait être les deux. Quand j'ai regardé mon thème il y a quelques jours, le thème d'aujourd'hui, je me suis dit, bon ben voilà, il va y avoir un problème concernant la maison 3, ce sera quoi exactement? Je savais que je devais me rendre chez toi, donc évidemment ça pouvait être le déplacement, mais bon, la communication, et il se trouve que ce matin, eh bien voilà, je ne pouvais pas accéder à mon site. Ce qui est le symbole de ce carré du milieu du ciel à Saturne, c'est la traduction symbolique de ce problème de communication. Je ne pouvais pas accéder à mon site. Bon, qui plus est, ce jour-là, la lune était maîtresse de la maison 9. Donc, l'astrologie, puisqu'on utilise un langage symbolique, la maison 9, c'est l'astrologie, le maître de la maison 9, la lune,
a fait comme premier aspect une conjonction à Saturne. Donc voilà, un deuxième élément qui indiquait que la communication, les déplacements allaient être mis en exergue d'une manière ou d'une autre. Mais dans un premier cas, vous avez le milieu du ciel qui est en carré à Saturne. Donc il y a une relation, mais qui suppose une certaine tension, une certaine difficulté. Dans l'autre cas, vous avez une conjonction, la Lune qui vient à la conjonction de Saturne. Donc c'est une relation qui est moins conflictuelle. Et dans ce cas-là, il faut aussi se poser la question de la qualité des astres qui sont en relation l'un avec l'autre. Bon, la Lune et Saturne sont antinomiques. La Lune gouverne le Cancer, et Saturne le Capricorne, qui est opposé. Mais Saturne, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, est dans la balance. C'est-à-dire que les côtés un peu négatifs, les côtés frustration, obstacles de Saturne, n'apparaissent pas vraiment dans le signe de la balance. Saturne dans la balance, et au contraire, il est dignifié. C'est-à-dire que tous les côtés positifs de Saturne apparaissent lorsqu'il est dans le signe de la balance. Donc c'est une certaine rigueur, un certain équilibre. Ce n'est pas le Saturne qui va vous frustrer, qui va vous empêcher de faire quelque chose. Donc là, on touche à la difficulté de l'interprétation. Toujours les acceptions multiples. Oui, Saturne, c'est le grand maléfique. C'est l'astre qui va frustrer, qui va empêcher. Mais c'est aussi l'astre qui va consolider. Et la consolidation, c'est davantage bénéfique que la frustration. Donc toujours ce problème des acceptions multiples. La grande difficulté de notre profession. Donc Christian Moisan, vous nous avez expliqué, en prélude à notre entretien, que vous pensiez que l'astrologie permettait justement de baliser à peu près chaque journée. Quelles sont les techniques que vous utilisez pour savoir ce qui nous attend d'une journée sur l'autre? C'est lié à la Lune, je crois. Oui, tout à fait. Bon, il y a plusieurs techniques qui sont bien connues des astrologues, des praticiens. Bon, la technique des transits, bien sûr. Bon, moi, personnellement, j'utilise beaucoup le thème quotidien lunaire, qui en quelque sorte est un transit journalier individualisé, puisqu'il est nettement individualisé, puisqu'il se rapporte à votre nativité. Donc c'est votre journée à vous et non pas la journée de millions d'êtres. Et bien sûr, tous les praticiens et les anciens ont remarqué le rôle extraordinaire joué par la Lune au quotidien. Et ça se vérifie dans les transits. La Lune, effectivement, joue un rôle majeur dans les aspects qu'elle envoie aux autres planètes. Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la Lune qui aspectait en premier ce Saturne, donc c'est un élément important. Dans les thèmes quotidiens, j'accorde toujours une grande importance à la Lune. En tout cas, j'étudie toujours la Lune. Bon, donc vous êtes conscient que tous les astrologues ne vont pas aussi loin que vous. Regardez... Il y a des astrologues aujourd'hui qui ne se lancent pas dans ce genre d'exercice. C'est un exercice qui n'a rien de difficile. Non, mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? C'est la question qui se pose, justement. Pourquoi ils ne le font pas? Ça montre bien que, quelque part, chacun se dit, voilà ce que je peux faire avec l'astrologie et ce que je ne peux pas faire. Vous allez très loin et vous arrivez à faire passer même cette façon très ambitieuse de l'astrologie, vous arrivez à la faire accepter par vos clients. Parce que finalement, au bout du compte, c'est pas tellement la vérité qui est là, c'est que les clients acceptent, adhèrent. Ou alors il n'y a que vous qui appliquez votre système. Enfin, vous l'appliquez à vos clients ou... Je l'applique bien évidemment à mes clients, je l'applique bien évidemment à moi-même, parce que bon, c'est évident qu'un astrologue doit avant tout être convaincu du bien fondé, de la pertinence de sa discipline. Et de même que Aline, elle aime bien manger ce qu'elle prépare elle-même, je suppose. Tout à fait. En général. Si vous-même vous êtes convaincu par votre discipline, vous aurez peut-être quelques facilités à convaincre vos clients. Et à partir du moment où vous arrivez à faire un certain nombre de prédictions qui sont validées par les faits, donc c'est une certaine satisfaction. Ça ne veut pas dire pour autant que l'outil que vous avez utilisé
en fait, explique que ce fait c'est produit. C'est pas, excusez-moi de vous reprendre, c'est pas validé par les faits, c'est validé par les faits du point de vue de la personne qui entend ce discours. Oui, tout à fait. Si je dis à une personne... Donc c'est quand même la subjectivité de celui qui entend cela que ça existe. De même que si je dis j'aime bien le tel plat, bon, les faits c'est quoi? C'est que moi j'aime bien le plat, voilà. Oui, et que ça ne me rend pas malade complètement peut-être. Oui. C'est vrai, mais si une personne vient me consulter parce qu'elle elle se préoccupe de sa santé, ce qui est la préoccupation de beaucoup de gens. Ah ouais, on touche un sujet qui intéresse. Un sujet qui est extrêmement intéressant. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bien sûr, tout part de la nativité, parce que comme les anciens l'ont dit, le premier ciel, c'est le ciel de la nativité, c'est le plus important, c'est le premier. Effectivement, dans une nativité, on voit déjà, on en a parlé, hein, tout à l'heure, on voit tout à fait les zones de faiblesse potentielle. Bon, par exemple, je prends un exemple qui me vient en tête, on remarque dans une nativité des aspects violents entre la Lune et Mars. On sait très bien que la Lune régit notamment l'estomac, et que Mars est le symbole des agressions, des inflammations. Donc si dans une nativité, on repère cet aspect très violent, entre Mars et la Lune, qui par ailleurs peut être corroboré ou non par d'autres indices. Bon, c'est une première indication. Si effectivement on constate d'autres éléments qui vont dans le même sens, on pourra dire écoutez, monsieur ou madame, effectivement déjà vous avez une faiblesse, vous avez une prédisposition aux maux d'estomac. Bon, des maux d'estomac, ça peut recouvrer des choses qui sont quand même très différentes. Hein. Vous pouvez avoir des gens, malheureusement, qui vont décéder d'une maladie très grave, hein, d'un cancer de l'estomac, puis ça peut être une personne qui aura des aigreurs d'estomac toute sa vie. Et il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit, monsieur Moisan, oui. C'est pourquoi les médecins n'utilisent pas un système qui est aussi génial et aussi efficace. C'est vrai. Mais non, mais je suis désolé, il y a un petit bémol là, quand même. Hein. C'est vrai. Bon, vrai, alors où bien la côte? Non, écoutez, alors peut-être que vous posiez cette question une petite seconde. Alors la réponse est simple. Les médecins sont de formation scientifique, et la formation scientifique incline au scepticisme. À ce point-là. Si vraiment votre méthode fonctionnait, je peux vous assurer que le corps médical s'en servirait. Absolument. Pourquoi moi, je vais répondre par une autre question. Pourquoi est-ce que la majorité des médecins formatés dans les écoles de médecine classiques, académiques, disons, subventionnés à plus de 70% par les laboratoires pharmaceutiques, n'utilisent pas l'homéopathie, la phytothérapie et plein d'autres méthodes qui pourtant ont fait leurs preuves depuis des milliers d'années? En fait, parce qu'il y a un formatage qui les empêche de faire ça. Non, mais là, déjà, s'ils ne savent pas utiliser... méthode de diagnostic, c'est merveilleux. S'ils ne savent pas utiliser ce type de médecine, qui pourtant est médecine plus rationnelle apparemment que l'astrologie, alors là, ne leur demandons même pas... Mais monsieur Moisan ne parle pas de thérapie. Monsieur Moisan ne parle pas de thérapie. Mais de diagnostic. Oui. Donc, dans le cas de l'homéopathie, c'est une thérapie. Et c'est même pas la peine. En homéopathie, il y a tout un système de diagnostic qui est hyper compétent aussi. Oui, d'accord, mais ils ne l'utilisent pas non plus. Oui, mais attendez. La diagnostic de l'acupuncture avec la prise de pouls ou plein d'autres choses comme ça, en naturopathie, il y a plein de techniques de diagnostic, ils ne l'utilisent pas non plus. Non, attendez, il y a un blocage. Il y a une différence considérable entre ce que dit Christian Moisan et ce que vous dites. Je crois qu'il faut être... il faut dire les choses calmement. Hein. Donc, effectivement, Christian Moisan ne propose pas une nouvelle médecine. Il ne propose pas un nouveau traitement. Il ne propose pas de nouveaux médicaments. Il propose simplement un moyen de déterminer quel est le dysfonctionnement qui se produit chez une personne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une résistance. Et d'autre part, je crois qu'une explication beaucoup plus simple, c'est que c'est un truc qui n'est pas fiable. Non, Jacques, non. Ce que je peux assurer ici, pour avoir fait plus de 10 ans d'astrologie médicale, alors même bien 15 ans, en compagnie de médecins particulièrement des acupuncteurs, des homéopathes, des naturopathes, voire des gens qui utilisent des médecines plus ou moins naturelles. Ceux qui l'utilisent, ils sont tous OK avec ça.
tous les médecins qui utilisent les diagnostics, méthodes de diagnostic en astrologie médicale, ne continuent à l'utiliser parce qu'ils la trouvent vraiment Mais géniale. c'est combien? C'est 1%. Ah, mais c'est très Oui, peu de c'est- médecins, mais justement, c'est ça qui prouve le, Bon. le côté catastrophique de la médecine telle qu'elle est Oui. actuellement. Alors, il y a pratiquée. peut-être une autre Ça, explication c'est qu'on clair. peut proposer, c'est qu'effectivement, de toute façon, alors ça va peut-être pas plaire à M. Bécourt, ce que je vais dire, il est possible que On est la prêt. médecine n'étant pas une science exacte, on peut dire beaucoup de choses Tout à fait. sans qu'on puisse prouver absolument que c'est faux. Oui, mais le problème, c'est que tu dis que la médecine n'est pas une science exacte, mais pour un médecin sorti de l'académie, c'est une science exacte. Peu importe, En tout cas, il peu fonctionne comme ça. importe, peu importe. Le fait est que, effectivement, quand une science n'est pas exacte, il y a une latitude on peut effectivement faire passer un certain nombre de choses, c'est tout. Mais la De même médecine que n'est par- pas une science, c'est une pratique. Donc pratique. eh bien, a fortiori. On parle de la Et science il y a des médicale. erreurs, il y a des erreurs médicales. Voilà. Des La- erreurs- des le erreurs- fait, Non, un médecin ne se Jamais. jamais. Il n'y a jamais de mort dans les cabinets de médecins. Tous les gens qui vont voir les médecins actuellement sont 100% vivants. Il y a des Donc morts il dans ne les faut cabinets pas, d'homéopathie. il ne faut pas en effet surestimer la valeur de la médecine. Elle a une valeur relative et par conséquent, il y a une possibilité de dire un certain nombre de choses qui ne sont pas, comme on dirait, falsifiables, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver de façon certaine que c'est faux. Bon. Si vous me dites que j'ai mal à mon genou à tel endroit, je pourrais vous dire oui ou non. Maintenant, dès qu'il s'agit de tout ce qui est interne, c'est déjà beaucoup plus compliqué, etc. Bon, donc de toute façon, déjà, le fait de dire que les gens... C'est moi ce qui m'amuse toujours, c'est quand on s'appuie sur le point de vue du client. Comme si le client était porteur d'une vérité absolue, qu'il était le critère par excellence et qu'il savait lui-même vous dire oui ou non. Non, souvent les clients, ils sont absolument incapables de vous dire si vous avez raison ou tort. Ils peuvent vous dire oui, pourquoi pas, oui, je peux accepter ça, pourquoi pas. Je vois pas ce qui m'empêche de... Je ne peux pas vous dire que vous avez complètement tort, effectivement. Le client, on a l'impression que le client est roi. Le client vous dit, vous savez, c'est le fameux truc, le client vous dit oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, etc. Dans beaucoup de cas, il n'en est pas capable, que ce soit en psychologie, que ce soit en médecine, que ce soit ailleurs. Oui, mais bien évidemment que connais-toi toi-même, bon, moi, c'est pas une science qui est beaucoup partagée. Hein. Les gens ne De sont même pas- qu'en ne cuisine, se par exemple, il y a des connaissent gens qui peuvent adorer le couscous, ça va peut-être pas leur réussir au niveau de leur santé. Ça va peut-être pas. Non, je veux dire que c'est pas parce que les gens vont dire que c'est bon que ça leur fait du bien. C'est pas parce que les gens vont vous dire que ce que vous dites leur fait sens que c'est vrai. C'est autre chose. pas. Oui, mais vous prenez l'exemple d'une consultation. Un homme jeune, en bonne santé, vient vous voir. Oui. Il vous pose notamment des questions sur sa santé. Donc je reprends l'exemple de cet aspect violent entre la Lune et Mars. Ouais. Vous voyez ça dans la nativité. Bon, il y a une prédisposition aux affections de l'estomac. Mais quand va-t-elle survenir? Là, c'est déjà un autre problème. Ah oui. Vous avez la nativité devant les yeux. Bon, la nativité, ça indique principalement votre tempérament, D'ailleurs, on votre pourrait- caractère, d'ailleurs, et non pas le développement dans le Et temps. et d'ailleurs, dans l'absolu, tout le monde peut attraper une indigestion ou tout le monde peut avoir une crise de foie. Si on regarde dans le temps, Mais tout- une personne normale risque d'attraper toutes les maladies possibles et imaginables. Alors justement, vous prenez le thème quotidien. Vous voyez un aspect entre la lune du jour et le Mars natal de la personne. Alors ce sont une superposition de deux thèmes. On ne parle pas de la même chose. Le Mars de la nativité indique une inflammation, une agression possible. Si la lune du jour vient aspecter le Mars natal, alors ce sont deux plans différents qui sont en relation. Donc la lune du jour, ça peut décrire votre estomac. Et effectivement, ce jour-là, parce que la lune avance très rapidement, ce jour-là, peut-être même à une heure précise, la lune va faire un carré à Mars. Effectivement, ça pourra provoquer des erreurs d'estomac, un ballonnement, une indigestion. Si je comprends bien, ça Et pourrait, puis 2 heures après, c'est fini. mais ça pourrait provoquer autre chose, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais bien évidemment que cela pourrait provoquer autre chose, puisque la lune est le symbole de l'estomac,
Mais aussi, la lune, c'est le symbole de votre mère ou de votre femme. Là, on cerne là toute la difficulté. Voilà, de alors là, je crois l'astrologie. que là, vous êtes d'une honnêteté Mais bien sûr. remarquable. Mais c'est dommage que nos amis ne soient pas là. Enfin, en tout cas, la caméra est là. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a une polysémie, une polyvalence Absolument. du pronostic et que vous réservez la possibilité que ça puisse jouer sur tel ou tel plan. Absolument. Et c'est pourquoi il est absolument indispensable de toujours faire une synthèse. C'est bien la difficulté de notre discipline. C'est que nous avons un certain nombre de signes, un certain nombre de symboles. On va dire qu'il y a 12 maisons, il y a 10 planètes, et il y a 12 signes zodiacaux. Bon, ça fait déjà, si je compte bien, ça fait déjà 34. Ouais. 34 éléments. Et si on les combine, ça fait encore beaucoup plus, surtout si on inclut les aspects, et si on inclut d'autres points comme la part de fortune, les nœuds lunaires, etc., on arrive à un nombre incroyablement élevé de facteurs. Donc la question est de savoir dans quel sens ça va jouer. Donc, il faut repérer les lignes de force. Et là, Il faut voir ce... comme vous dites, ça dépend de l'habileté de l'interprète et de l'astrologue. Bien évidemment, il s'agit d'une interprétation. Ça veut donc dire que c'est un point de vue qui est, en quelque sorte, personnel. Bien sûr, tous À la les... limite, il faudrait que le bon astrologue, c'est celui qui serait capable de deviner entre toutes les potentialités celle qui va se manifester en fait. Il s'agit Il pas... faudrait presque qu'il Ouais. soit voyant. Non, pas du tout. Je ne pense absolument pas Enfin, que ça relève de la Non, mais voyance. pour pouvoir distinguer entre les différents plans, dites vous-même que la même configuration peut jouer sur plusieurs plans. Pour savoir quel est sur le plan sur lequel ça va jouer, on n'est plus dans l'astrologie. Eh à la bien, limite. on prend ce premier plan, vous avez repéré un aspect violent entre la Lune et Mars, vous recherchez dans d'autres configurations s'il y a des indications qui vont dans le même sens, au contraire, Mais on qui peut, les contrarient, on peut quand même ou qui les néanmoins... neutralisent. Bon, en fait, écoutez, il y a une hypothèse quand même qu'on peut faire qui va peut-être pas vous plaire, Ouais. c'est que malgré tout, peut-être qu'il y a une intuition de la part de l'astrologue qui va se concrétiser, qui va se manifester sur le choix de certains recoupements qui vont lui venir à l'esprit. C'est-à-dire qu'imaginons que l'astrologue ait déjà en tête ce qui probablement va se passer et qu'il cherche les éléments qui pourraient concrétiser cette intuition. Il ne retirerait donc du thème astral que ce qui va dans le sens de ce qu'il a ressenti. On dit ça parce que ce matin, on a eu une dame qui nous a parlé longtemps d'astrologie. Elle nous a dit, moi, mon ressenti, il préexiste, et après, je cherche dans l'astrologie ce qui vient. Je ne veux pas aller jusque-là pour vous, Oui. mais je veux dire qu'on ne sait pas exactement comment fonctionne le cerveau de l'astrologue. C'est Comment vrai. il fonctionne, comment il raisonne quand il est en face d'une situation complexe. Tout à fait. Bon, on ne sait pas très bien. Donc là, il y a un mystère un petit peu C'est vrai, mais bon, personnellement, moi je qui suis... peut sauver Oui, l'astrologie. Parce que, effectivement, si l'astrologue a des qualités d'une certaine manière, il va effectivement permettre à l'astrologie de fonctionner. Je crois que ce qui est fondamental pour un astrologue, en dehors d'une intuition qui n'est jamais à négliger, mais qui, à mon avis, doit venir véritablement in fine pour affiner le jugement, Justement, pour c'est l'éclairer. comme c'est important, le moment final. Tout à fait, mais je pense qu'au préalable, c'est principalement la raison, le raisonnement qui doit conduire l'analyse. Il est absolument fondamental qu'un astrologue puisse clairement identifier dans une carte quels sont les éléments importants, les éléments les plus forts. Oui. C'est déjà le plus important. Sauf que, on en a parlé, je crois, il y a très peu de temps, sauf que il va parler de ce qu'il va considérer et pas de ce qu'il ne va pas considérer. Et donc le client, lui, il est désarmé. Parce qu'il ne veut pas, il ne va pas dire à l'astrologue, vous me parlez de ça, et pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais cher monsieur, moi, vous me demandez ce que vous voyez dans mon thème natal. Je vous dis, par exemple, je vois un Mars à l'ascendant, un Mars qui est très fort. Bon, ça va orienter votre caractère. Bon, maintenant, vous me posez une question particulière. Vous me demandez, est-ce que je vais avoir des enfants? Bon, je n'ai pas remarqué que la maison 5 et Jupiter étaient très puissants dans votre thème. La maison 5 et Jupiter
qui sont entre autres les significateurs des enfants. Je ne vois pas ces symboles-là valorisés dans votre thème. Mais vous me posez la question, donc je regarde la maison 5. Bon, je ne vois pas, la maison 5 n'est pas dans un signe stérile. Bon, le maître de 5 n'est pas débilité. Bon, je dirais qu'il y a des chances que vous ayez des enfants, mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, comme l'immense majorité des gens. Bon, quel sera le caractère de vos enfants, ça me paraît quand même assez difficile au vu de votre thème. Mais vous avez une maison 5 en poisson, eh bien ça pourra donner un premier enfant donc marqué par la symbolique du poisson. Mais alors la symbolique du poisson est multiple. Ça pourrait être un enfant excellent nageur, puisque bien sûr le poisson c'est le symbole de la mer. Ça pourrait être aussi un enfant intuitif, puisque le poisson, eh bien c'est l'eau, c'est l'élément liquide, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne peut pas saisir par nature. Donc c'est quelqu'un qui sera un peu évaporé, évanescent, insaisissable précisément. Vous aurez du mal à savoir qui il est, etc., etc. Alors vous nous avez dit, avant notre entretien, vous nous avez dit que votre façon d'apprendre l'astrologie, vous avez été vraiment ce qu'on appelle un autodidacte en fait. Vous avez très peu lu. Très peu lu, je ne pense pas avoir effectivement énormément lu d'ouvrages d'astrologie. J'ai lu quelques ouvrages de grands auteurs, oui, tout à fait. Hadès a été mon maître, si on peut dire. J'ai beaucoup étudié ses livres. Bon, Hadès, comme tous les grands théoriciens et praticiens, ne conteste pas les fondamentaux de notre discipline. Hein. Pour Hadès, la maison 3, hein, c'est toujours l'entourage immédiat, les déplacements, etc. Donc j'ai acquis les fondamentaux de l'astrologie donc par la lecture de quelques ouvrages de référence. Et puis je pense que la grande école de l'astrologie, en tout cas telle que je la conçois, c'est la pratique. C'est avant tout la pratique qui va vous permettre déjà de répondre aux questions concrètes de vos consultants. C'est aussi une pratique pour vous-même, parce que vous êtes intéressé par votre discipline, vous êtes passionné par l'astrologie. Et l'astrologie, eh bien, parfois elle vous fait un petit peu défaut, parfois vous avez quelques doutes. Alors la pratique régulière de l'astrologie, faire de bonnes prédictions pour les autres et pour vous-même, ça vous conforte dans la validité de cette discipline. Je pense que multiplier les analyses, multiplier les thèmes, c'est l'école de l'humilité, c'est l'école royale pour apprendre. Je pense que les grands théoriciens étaient avant tout de grands praticiens, non pas qu'ils avaient à étudier des milliers de thèmes comme nous on peut le faire aujourd'hui avec l'informatique, hein. Avec leurs moyens assez rudimentaires, ils ne pouvaient pas étudier tant de thèmes que ça, et sur des collections de thèmes finalement assez réduites, ils ont tiré des enseignements théoriques généraux dont on peut constater aujourd'hui toujours la validité. Hein. Donc je pense que oui, donc finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, ils ne sont pas passés du général vers le particulier. Pour vous, c'est des gens qui ont fait beaucoup de thèmes et qui après, on a établi la théorie astrologique à partir de cette pratique, c'est ça? C'est assez étonnant ça. Donc, fin de compte, parce qu'on pourrait imaginer exactement. Enfin, donc là, vous posez un débat passionnant, hein, des rapports théorie-pratique. Est-ce que l'astrologie est d'abord une théorie générale qui débouche sur une pratique? Vous êtes plutôt en train de nous expliquer, donc là vous allez loin, hein, vous revendiquez le primat du praticien, là on est dans un discours idéologique carrément. Hein. Le praticien est l'élément moteur de l'astrologie. Et même l'inspirateur de l'astrologie à la limite. Ce qui est absolument certain, c'est que les grands auteurs étaient de remarquables praticiens, sauf que quelques exceptions. Je sais pas, je n'ai pas connaissance de ce point-là particulièrement. Mais... Donc, par exemple, si on prend l'un des maîtres d'astrologie horaire, William Liley, on sait très bien qu'il a fait énormément de thèmes, que c'était un remarquable praticien. C'est au XVIIe siècle, là. Oui, tout à fait, mais ce qui est valable au XVIIe siècle est encore aujourd'hui. Non, mais c'est pas XVIIe siècle, c'est pas 1000 ans avant Jésus-Christ, XVIIe siècle. C'est certain, mais enfin. Et d'autre part, je vous signale parce que moi j'ai fait un bouquin justement sur William Lilly, enfin sur les sources de William Lilly en plus. Ça, c'est paru aux éditions Pardès il y a 20 ans.
Ouais. J'ai montré qu'il avait copié sur un auteur français. Enfin, je veux dire, Dario. oui. Oui. Vous connaissez cet ouvrage? De nom. Sur De Dario, nom, oui. Comme je vous Dario, dis, je lis assez peu. Voilà, donc bon, ben, je vous remercie. Donc c'est moi qui ai découvert l'influence de Dario sur William Lilly. Donc effectivement, bon voilà, donc l'astrologie horaire, c'est pas William Lilly qui l'a inventé. Bien de sûr toute que façon. non, Bon. bien sûr que non, puisque les autres, Bon. évidemment. Donc ce qui est intéressant dans notre audition, c'est qu'en fin de compte, c'est la péroraison qui est intéressante, parce que en fin de compte, quelque part, vous nous dites qu'effectivement, on apprend l'astrologie, qu'il y a des notions, qu'il y a des concepts, etc. Et puis après, vous nous dites, alors ces concepts, alors si j'ai bien compris, alors c'est l'œuf et la poule là, ces concepts, ils sont, comment on les a élaborés, ces concepts, on les a élaborés à partir de la pratique? On peut difficilement... Ou c'est les concepts qui ont nourri la pratique? J'ai On pas peut compris, là. difficilement imaginer un discours théorique qui ne s'appuie pas sur une expérimentation, en l'occurrence. Ça paraît difficilement concevable. Ah oui, c'est ça. Donc pour vous, c'est pas concevable. Déjà, Ah oui, d'accord. ça paraît difficilement concevable qu'on ait pu édicter des règles en se privant d'une étude concrète. Ça paraît difficilement concevable. D'un autre côté, bien sûr, on peut tout à fait admettre, en quelque sorte, une origine divine de l'astrologie. On pourrait admettre que les premiers astrologues aient été avant tout de grands initiés qui auraient reçu une science, en quelque sorte, donc sans expérimentation préalable. Après tout, on ne peut pas dire que ce soit réellement contradictoire. Je pense que de toute façon, la théorie nourrit la pratique et inversement. Il y a un rapport dialectique entre les deux. Un théoricien qui ne s'intéresserait pas à la pratique, je m'en méfierais. Un praticien qui ne s'interroge pas sur les fondements théoriques de sa discipline, personnellement, je m'en méfierais également. Oui, mais bon, je ne sais pas si M. Bécourt est inspiré par ce questionnement qui est tout à fait passionnant et qui nous interpelle indiscutablement. Le problème, c'est quand on transpose, dans le cas de l'astrologie, des choses qui sont vraies dans d'autres domaines. Cette galerie de théorie pratique, il n'est pas certain qu'on puisse la transposer dans le champ de l'astrologie. Autant le problème de la cuisine, je le vois très bien transposé dans le champ de l'astrologie, mais alors le champ de la physique ou de la chimie, je ne suis pas sûr qu'on puisse le transposer dans le champ. C'est tout le problème de ce qu'on peut rapprocher et ce qu'on ne peut pas rapprocher. Mais je pense que... pour prendre la parole à la place de M. Bécourt, j'aurais tendance à dire que non, je dis bien, pas de mon point de vue. Je dirais que beaucoup d'astrologues auraient tendance à dire autre chose. Ils auraient tendance à dire qu'effectivement, on a élaboré un code symbolique, pas forcément sur les bases d'une pratique, simplement sur le base d'une certaine logique symbolique. Par exemple, si on prend Jean-Pierre Nicolas, par exemple, lui, il ne vous dira pas du tout ça. Il aura dit, c'est la position de la planète dans le ciel qui détermine sa signification, par exemple. C'est sa vitesse, etc. C'est-à-dire que le courant actuel de la réforme de l'astrologie va dans ce sens-là, voyez-vous. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, c'est le décryptage du ciel d'après une logique interne au ciel qui a fait apparaître des significations qu'ensuite on applique. Bon. Alors, maintenant, est-ce que le scénario que vous proposez est viable? À savoir, si on le récapitule, n'est-ce pas, des dizaines et des centaines de praticiens de l'astrologie qui... J'arrive même pas à formuler tellement ça paraît bizarre, qui appliquent quelque chose, mais c'est quelque chose qui... Alors je ne sais pas, on ne sait même pas ils appliquent quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas de théorie alors à la limite. Au départ, il n'y a pas de théorie. Je pense que... On est tout de suite dans la pratique, mais alors de quoi? On ne sait plus. C'est presque informulable ce que vous dites. Alors je prends un exemple pour être concret. On va prendre l'exemple de la planète Mars. Donc la théorie astrologique est très claire à ce sujet. Ben justement. Les auteurs, il y a une convergence, sur la symbolique de Mars. Oui. Donc c'est pas en tant que praticien. On la connaît. Partons du principe que Mars, la signification de Mars a été élaborée théoriquement et non pas par la pratique. Mais néanmoins, Mars reste l'agressivité, l'action, etc. Si vous prenez la statistique, si vous prenez les exemples de Gauquelin, bon,
il a été mis en évidence qu'un Mars puissant dans une nativité, donc principalement angulaire, à l'ascendant, au milieu du ciel, etc., qu'un Mars puissant se retrouvait chez les sportifs de haut niveau avec une fréquence statistique extrêmement supérieure à la moyenne, donc significative du point de vue d'un rapport de causalité. Donc on a d'un côté, en quelque sorte, un présupposé théorique, c'est-à-dire le symbole de Mars, donc associé à l'effort, à l'agressivité, et d'un autre côté, ce fait qui est corroboré statistiquement, c'est-à-dire que les grands champions ont effectivement un Mars puissant. Ceci étant, il y a aussi des gens qui peuvent avoir un Mars très puissant et qui ne sont pas pour autant des sportifs, bien évidemment, parce qu'on retombe toujours sur l'éternel problème de la multiplicité des symboliques. Mars, ce n'est pas que l'effort physique. Alors, il y a un problème, c'est justement la valeur des travaux de Michel Gauquelin. Non, mais vous savez, on n'en sort jamais totalement. Il faudrait voir si les travaux de Gauquelin sont vraiment concluants sur ce sujet. Oui, Il y a la méthodologie qui correspond à ce que vous avez raison, vous avez beaucoup d'habileté intellectuelle, je vous l'accorde, parce que la méthodologie va dans ce sens-là. L'hypothèse de Gauquelin, c'est on va regarder un certain nombre de cas et on voit s'il y a des éléments qui ressortent. Oui. Et effectivement, ça vient, au moins vous avez une qualité, vous êtes un bon avocat, vous trouvez des arguments qui vont dans le sens de ce que vous voulez dire. Pareil, sauf que oui. Le dossier Gauquelin, il faudrait voir il faudrait l'étudier de plus près, et moi je suis prêt à en discuter. Il y a des questions qui ne sont pas résolues du tout concernant le dossier Gauquelin. Mais vous avez raison, en tout cas. On l'a vu pour les militaires aussi. Le lien, il n'y a pas qu'avec les sportifs. Mars, planète guerrière. Non, mais je parle des statistiques le disent aussi pour les militaires. La Vierge, pareil, qui va se retrouver facilement chez les professions de service de proximité, telles que les infirmières, etc. Oui. Il y a eu des éléments, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu des éléments relativement probants qui montrent que l'astrologie est digne d'intérêt et qu'il y a de quoi se poser des questions. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément de dire que toute l'astrologie est vraie. Mais en tout cas, des travaux comme Gauquelin ou plein d'autres, parce qu'il n'y a pas eu que lui quand même, ils montrent qu'il y a de quoi se poser des questions sur l'astrologie. En tout état de cause, monsieur Moisan, votre travail va au-delà des résultats de Gauquelin, n'est-ce pas? Donc si on admet, même si on admettait... Au-delà, c'est beau. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce que Gauquelin a trouvé, lorsque vous dites. Oui. Gauquelin n'a rien trouvé au niveau zodiacal, par exemple. Bon. Donc, en admettant même l'argument Gauquelin, il ne vient pas justifier globalement votre théorie. Il la justifie que partiellement. C'est certain, parce que, en fait, ce que montrent les travaux de Gauquelin, c'est la puissance d'un astre par rapport aux angles. Voilà. Ça c'est une vérité qui est connue depuis la nuit des temps, évidemment. Les grands astrologues savaient très bien que les planètes angulaires avaient une puissance particulière. Donc il n'est pas très étonnant que statistiquement on trouve cette hypothèse validée. Ceci étant, un Mars angulaire est fort, c'est certain, c'est un élément de puissance. Bon, il faut voir aussi dans quel signe zodiacal se trouve Mars. Si Mars se trouve... Là, on sort de Gauquelin. Voilà, absolument, je sort de suis Gauquelin. Parfaitement d'accord. Le problème de Gauquelin, c'est paru, des travaux qui sont parus en 1955, le problème de Gauquelin, et c'est ce qui a embarrassé beaucoup d'astrologues, c'est pas tellement ce qu'il a trouvé, c'est ce qu'il n'a pas trouvé. Oui, mais absolument. C'est ça le grave. Parce que s'il n'avait rien trouvé, on dirait, bon, mais il a trouvé certaines choses, et n'oublions pas qu'il y a des tas de choses où il n'a rien trouvé. Hein. Oui, mais bon. Et alors, finalement, alors on a ce truc-là. C'est-à-dire à peu près 10% du discours astrologique. Enfin bon, à peu près. Voilà. Mais si on prend l'exemple d'un sportif de haut niveau, on va retrouver chez un certain nombre de sportifs de haut niveau, de compétiteurs, effectivement, un Mars très puissant sous la forme d'un Mars angulaire à l'ascendant. Mais bien évidemment, le sport, c'est la maison 5. Il est évident qu'une maison 5 chargée dans un signe physique comme le bélier ou le scorpion, c'est aussi un indice extrêmement probant d'une vie sportive. Donc là, on n'est plus dans Gauquelin. Absolument. Mais par contre, vous extrapolez en vous disant, ça aussi, ça a été observé, ça a été constaté, et on n'a pas... Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on n'a pas imaginé comme ça, on n'a pas posé un système des 12 maisons ou des 12 signes comme ça, en disant c'est très joli, c'est très beau, et en disant voyons comment ça marche. On a
Parce que même dans le cas précis, même si je reviens, vous êtes en train de nous dire, c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à formuler, on a observé des choses, mais on a pu observer que ce qu'on avait formulé. Tout à fait. Donc il a bien fallu que c'était été formulé. Absolument. Donc il a bien fallu que... je veux dire que vous ne pouvez pas, uniquement par la pratique, expliquer comment on a reconstitué l'astrologie. Bien sûr que non. Bon, alors c'est bien ça. Donc vous ne pouvez arrêter de dire que c'est la pratique qui a permis de construire l'astrologie. En partie, pas uniquement. Pas uniquement, mais Là encore, on retombe à la question que pose. On ne large pas. On retombe à la question que posait Thierry tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est important que les astrologues parlent correctement de ce qu'ils font? Je dis que c'est que, à partir du moment où on va au-delà de ce... Dès qu'un astrologue commence à dire des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut observer, est-ce qu'il n'est pas possible de dire les choses dans une juste mesure, sur un juste ton, sans extrapoler, sans aller au-delà? Je pense que ça doit être possible. Je crois qu'il faut peut-être faire des séminaires là-dessus. Comment puis-je parler intelligemment de mon... Enfin, de mon, je ne parle pas à ma place, parce que ce n'est pas mon astrologie, de mon astrologie, de celle que je pratique, comment puis-je en parler de manière acceptable? C'est tout. C'est la moindre chose qu'on puisse attendre d'un astrologue. Je ne vois pas en quoi ça changerait quelque chose qu'il en parle de manière acceptable, et non pas d'une manière abusive. Pourquoi? Tout simplement qu'il en parle comme il doit en parler, et qu'il ne se lance pas dans des... D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas encore compris pourquoi vous... tout le monde est d'accord pour considérer que le praticien a joué un rôle majeur dans la pratique de l'astrologie. Maintenant, d'aller jusqu'à dire que l'astrologie est née du praticien... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que en tout cas, je vous invite à me démentir si ce n'est pas ce que vous avez dit. Hein. Oui, non. Parce que vous sautez, dès qu'on dit... Vous sautez sur l'idée... Vous essayez de... Bon. Donc j'ai simplement dit qu'à mon sens, principalement, la science astrologique est expérimentale. Il y a eu des hypothèses de départ validées par l'expérimentation. Mais je pense que vous avez dit beaucoup plus que ça. D'ailleurs, en parenthèse, nous sommes enregistrés. Oui, c'est vrai. Vous avez dit beaucoup plus que ça. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui. Je pense que principalement la théorie astrologique a été élaborée à partir de l'expérimentation. Voilà. C'est mon sentiment. Voilà, c'est principalement. C'est ça la thèse qui est importante. Ça n'engage que moi. Je n'exclus pas, néanmoins, je l'ai dit, la possibilité d'une origine en quelque sorte. Non, mais on n'est pas obligé. Il n'y a pas que ces deux solutions, monsieur. Il n'y a pas que ces deux solutions, origine mystique et expérimentation. Il y a aussi, je ne sais pas ce que pense Thierry là-dessus, mais enfin, il y a d'autres façons d'expliquer comment le corpus astrologique s'est constitué. Mais c'est vrai que vous touchez là un sujet, vous engagez là sur un sujet délicat pour les astrologues eux-mêmes, parce que vous ne les mettez pas dans une situation très confortable en réalité. Mais ça c'est votre droit, hein. C'est une pente un peu glissante. Peut-être. Parce qu'effectivement, et vous avez raison, moi je trouve ça extraordinaire ce que vous dites, parce que ça ouvre des brèches dans la réflexion. Alors effectivement, vous savez, c'est la boîte à Pandore, là. Vous ouvrez une boîte à Pandore, on se dit où on va, là. La porte ouverte, c'est pas si ouvert que ça, ou alors en tout cas. Bon, mais enfin cela dit, on n'a peut-être pas le temps d'épiloguer, mais en tout cas vous ouvrez un vrai sujet. Moi, j'aurais tendance à penser, pour simplifier un peu la discussion, en me faisant un peu l'avocat du diable, en disant, eh bien, oui, en effet, on a posé une grille symbolique. Selon des critères du genre, par exemple, Mars est rouge, donc ça va être la planète de la guerre, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. On a posé une grille symbolique et on a vérifié, entre guillemets, que ça marchait. Voilà. Et ce qui intéresse le consultant, c'est... Effectivement, est-ce que ça marche? Oui, c'est que la grille que vous utilisez va être pertinente pour moi? C'est pour ça que c'est pas la peine de vous embarquer dans des... Voilà, le praticien, il va montrer que ça marche. De là à dire que c'est le praticien qui a contribué à l'élaboration du discours astrologique, là, il y a quand même... là, comme on dit, on pousse le bouchon un peu loin. Mais là, je parle... Et de toute façon, c'est difficile à tenir. C'est même presque difficile à concevoir. D'un autre côté, vous avez raison de dire que ça ne fait pas très sérieux non plus de dire qu'on pose une grille symbolique
et que donc je comprends bien, vous êtes pris dans une sorte de dilemme, parce qu'en fait, aucune position n'est confortable. C'est ça le problème en astrologie. Parce que la position de dire qu'on pose une grille symbolique et que le praticien fait en sorte que ça fonctionne, alors on revient dans le fameux débat sur la polenta, c'est-à-dire qu'on pose un discours, et puis pour que ce discours passe, eh bien on met un peu de ceci, un peu de cela, on met l'astrologue déjà, et puis au bout du compte, eh ben, ça passe bien. On essaie d'expliquer ce qui se passe à l'aide d'un langage symbolique, dont la grande difficulté est finalement, comme je l'ai dit moult fois, c'est la multiplicité des symboliques. C'est ça la difficulté. Et oui, bien sûr, on peut pas esquiver ce problème. J'ai une maison 5 importante, très valorisée, mais ça veut dire quoi exactement? Parce que la maison 5, c'est plusieurs choses. C'est ça. Vous n'étiez pas là quand M. Moisan a expliqué ça, il a dit qu'effectivement, on est toujours dans des significations qui peuvent vouloir dire des choses à plusieurs niveaux, et que c'est à l'astrologue, par des moyens qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs, de s'en sortir ou de trouver, par exemple, tout à l'heure, malheureusement vous n'étiez pas là tout à l'heure, il a dit, telle configuration peut avoir une dimension au niveau médical, mais aussi autre part. Absolument. On ne sait pas. Donc de temps en temps c'est ceci, de temps en temps c'est cela. C'est pas incompatible, c'est pas exclusif. À partir du moment où il y a ça, un niveau de lecture. Oui, mais à partir du moment où on dit ça, ça relativise quand même le discours. C'est-à-dire que vous avez quand même des chances que ça fonctionne sur un plan ou sur un autre, malgré tout. Parce que vous donnez plusieurs solutions. Ça fonctionne. Si la personne n'attrape pas ceci, ben elle va peut-être attraper autre chose, etc. C'est-à-dire que la souplesse, de perdre le contexte, la souplesse même du discours fait que la pratique devient à la fois plus complexe, mais aussi que si l'astrologue est suffisamment astucieux, elle arrive à fonctionner quand même. Tout à fait. Alors, c'est une vérité d'évidence, les astrologues sont très très forts pour expliquer après coup que telle et telle configuration ont produit tel événement, parce qu'effectivement, la multiplicité des symboliques fait que on peut expliquer beaucoup de choses avec quelques symboliques. C'est pour cela que je disais, c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée qu'il faut essayer de trouver d'élaborer une astrologie qui soit extrêmement simple dans le nombre de facteurs qu'elle utilise, dans les formulations qu'elle a, etc. À partir du moment où vous avez déjà une astrologie, où vous avez un très grand nombre de planètes, un très grand nombre d'interférences, un très grand nombre de symboles, déjà, c'est pas jouable. Je veux dire, déjà, on ne peut plus prouver quoi que ce soit. Déjà, on se trouve dans le domaine où seul le praticien peut sauver la mise. Bon, si on veut rester sur le plan théorique, vous avez raison de le dire, au niveau théorique, ça c'est pas jouable. Il n'y a que le praticien qui peut s'en sortir, en trouvant quoi prendre de tout ce fatras, qu'est-ce que je vais mettre en avant, etc. Je pense que ce n'est pas exactement ça, dans la mesure où il existe une hiérarchisation dans un thème. Comme dans tout, il y a des forces qui sont plus grandes que d'autres. Il y a des forces qui jouent dans le même sens, des forces qui s'annulent, qui jouent dans des sens contraires. Alors effectivement, c'est un gros travail de synthèse. Alors déjà, il faut descendre très profondément dans l'analyse déjà. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs, donc il faut les analyser séparément. Ensuite, il faut les combiner. Oui. Il faut effectuer des recoupements et ensuite une synthèse. Oui, mais alors là, quand on emploie le mot synthèse, là, alors la synthèse, la synthèse permet in extremis, c'est un peu le Deus ex machina, permet in extremis de sauver un discours qui était extrêmement pléthorique, extrêmement inflationnel, et qui n'arrivait pas à trouver son unité fondamentale, en apportant l'unité à in fine, au bout du compte, par un processus qui alors carrément dépasse toute forme d'entendement. Au contraire. Non, mais je veux dire la synthèse, ça veut dire que il y a une espèce de creuset, en quelque sorte. Une sorte de creuset dans lequel tous les éléments que vous avez, c'est une sorte de cocktail, je dirais, comment on appelle ça, c'est une sorte de machine, vous mettez des produits, etc., et puis ça sort un produit qui est censé être le résultat de tout ce que vous avez fait. Donc on retombe dans le domaine culinaire, là, encore une fois. Vous avez comment ça s'appelle, des broyeurs, je ne sais pas comment on appelle ça, vous mettez la soupe que nous avons mangée, par exemple, c'est une synthèse. La soupe que nous avons mangée, alors on met un peu d'amande, un peu de chicot endive, un peu de jus, etc. Et puis on a une synthèse, c'est-à-dire que le produit de départ n'est pas du tout unitaire, il est composite,
Mais le résultat, c'est la soupe. C'est intéressant au niveau culinaire, le singulier. Le couscous, la soupe, la choucroute, etc. Parce que, effectivement, et c'est un nain, c'est une unité qui n'existe pas. C'est une unité factice. On n'est pas dans l'unité. Quand on regarde de près, c'est pas du tout unitaire. D'ailleurs, la synthèse est constituée d'éléments qui ne sont pas du tout d'un seul tenant. Nous sommes bien d'accord. Bon, Nous sommes bien d'accord. c'est ça. Donc on est... Voilà, donc... de toute façon, vous savez, moi je dis, laissons parler les astrologues. Ils sont leurs pires adversaires. Non, mais je veux dire, vous savez, moi c'est pour ça que, à un moment donné, je les laisse parler, parce qu'il faut leur faire confiance. Ils sauront toujours dire exactement ce qu'il faut pour se démolir eux-mêmes. Moi, je veux dire, je plaisante un petit peu, mais je veux dire, dans cette mesure, ils vont s'empêtrer dans leur truc à un moment donné, de toute manière. C'est même pas la peine de les pousser. Ils le font de leur propre chef. Bon, effectivement, bon, cette synthèse, vous savez, c'est le mot exact. L'autre jour, j'ai discuté avec une dame à Orléans. Je lui disais, de deux choses l'une. Ou bien vous faites de l'ordre au départ, ou bien vous faites de l'ordre à l'arrivée. Ou bien vous réformez l'astrologie et vous élaborez une structure qui soit vraiment complètement cohérente à l'origine, ce qui demande un travail en amont, ou bien alors vous essayez au bout du compte d'aboutir à quelque chose qui soit à peu près mangeable, qui soit à peu près présentable, et qui ait l'impression de quelque chose où on a enlevé toutes les aspérités, d'accord? Vous n'allez pas dire des choses contradictoires dans votre synthèse, de cette manière, vous allez essayer de concilier, de montrer. En plus, cette synthèse, elle ne sera absolument pas de l'astrologie, à la limite. Enfin, ça sera de l'astrologie, mais il n'y aura rien d'astrologie qui va ressortir. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser le langage astrologique pour faire votre synthèse. Donc, ça va être un produit inidentifiable. Vous allez tenir du discours, du propos. Vous allez dire, ça, c'est la synthèse de ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'astrologique dans tout ça? On ne sait plus très bien. C'est un peu d'astrologie, un peu de ceci, un peu de cela, et c'est ce qu'on va servir, pour employer encore une image culinaire. Voilà ce que je sers à mon client, une espèce de brouet, de potage, qui va pas être mauvais apparemment, qui va être consommé. Et puisqu'il va être consommé, ce potage, eh bien tout est bien qui finit bien. Mais je pense que si on se place sur le simple plan de la prédiction, qui est un terrain redoutable où finalement assez peu d'astrologues s'aventurent en définitive, si vous faites de bonnes prédictions, c'est quand même un argument en faveur, 1, de l'astrologie, 2, de l'astrologue. Néanmoins, ça n'a pas de valeur absolue. Ce n'est pas parce que vous avez fait de bonnes prédictions que votre raisonnement astrologique est bon. Et ça ne prouve pas véritablement le fondement de votre discipline. Là où je suis d'accord, monsieur Moisan, c'est qu'effectivement, ce qui n'est pas de l'ordre du statistique n'a pas une grande valeur. Je crois qu'en effet, que ce soit Gauquelin ou pas, une prédiction faite par monsieur Intel pour monsieur X, bon, ouais. C'est une relation entre deux personnes. C'est pas ça c'est pas ce qui va se passer dans le cabinet de monsieur Intel qui va prouver l'astrologie de toute manière. Bien sûr. En aucune façon. Bien sûr que non. Bon, donc la seule chose qu'on puisse dire, c'est que on va récapituler, l'astrologue a des recettes pour préparer le plat astrologique. Ce plat astrologique est composé de différentes choses qu'on peut parfaitement détailler. Il y a les 12 maisons, les aspects, les signes, les planètes, ceci, cela, etc. Et ça, c'est... Non, je ne suis pas en train de définir l'astrologie, je parle préfère employer le mot plat astrologique, ce qu'on appelle sous le nom d'astrologie actuellement, c'est cela, et c'est parfaitement codifié. Et c'est parfaitement consensuel. 2, c'est un fait que quand on fait ce plat, quand on sait le préparer correctement, il est consommable, et il donne satisfaction, et les gens sont prêts à payer pour ça. Consommable, il y a deux choses quand même différentes. Je reste sur le terrain prédictif. Si vous avez fait une bonne prédiction, on va dire que c'est relativement probant. C'est consommable. C'est consommable. En ce sens-là, c'est probant. Alors, dans le cas de la prévision, parce que vous nous engagez sur la prévision, et puis je crois que on va... Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que l'astrologie est faite pour prévoir. Donc, si vous voulez, de ce côté-là, c'est pas un problème. Maintenant, comme vous le dites, effectivement, la prévision, vous avez dit vous-même, elle peut se manifester sur plusieurs plans.
Mais de toute manière, le grand problème qui me préoccupe, moi, c'est que le client, lui, il ne comprend pas exactement ce que vous faites. C'est certain, mais... Ça me paraît le problème numéro 1. Moi, je suis pour une pratique astrologique où le client suit de A jusqu'à Z ce que je suis en train de lui dire et les éléments que je lui dis et qu'il a le sens global de ce que je lui dis. C'est-à-dire que je ne vais pas lui cacher quoi que ce soit de mon système. Donc, c'est-à-dire que, bon, vous, par conséquent, en revanche, vous allez parler d'un aspect X, vous n'allez pas parler d'un aspect Y. Et le client lui-même, il ne sait pas qu'il y a un aspect Y qui existe et dont vous n'avez pas parlé. Donc le client ne sait pas ce dont vous ne parlez pas.